professeur Tarit. Et justement, cette question est très intéressante dans la mesure où nous avons pris en compte les problèmes que pose le traitement antituberculeux chez nos collègues, les pneumologues et autres spécialités. Notamment, on a remarqué que les problèmes qui se posaient, c'était énormément les problèmes hépatiques et aussi rénales. Quand faut-il donner le traitement? Quand faut-il arrêter? Quand faut-il réintroduire? Et j'espère qu'on pourra éclaircir un peu ces aspects. Alors, avant d'aller plus loin, donc, en ce qui concerne l'hépatite, vous voyez qu'on peut avoir soit un syndrome, là c'est un rappel rapide, soit on doit avoir un syndrome de cytolyse et c'est induit essentiellement par l'isoniazide et le pyrazinamide. Quand on a un syndrome cholestatique, c'est dû le plus fréquemment à la rifampicine, ou bien on peut avoir également un syndrome mixte. L'hépatite est annoncée par des prodromes. Le malade commence par, il a une asthénie, une anorexie, des nausées, des vomissements, puis apparition d'un ictère franc avec, sur le plan biologique, un syndrome de cholestase et ou de cytolyse avec des taux élevés de bilirubine, généralement au-dessus de 3 fois la normale. Devant ce tableau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arrêter le traitement et puis essayer de voir l'évolution et clinique et biologique. On a souvent ce qu'on fait, on arrête le traitement et puis après disparition de l'ictère et une normalisation du bilan biologique, on réintroduit la rifampicine et l'isoniazide à des taux minimaux, c'est-à-dire 6 à 8 mg pour la rifampicine et 4 pour l'isoniazide. Cette éventualité est la plus fréquente et on la rencontre dans 80% des cas. Mais en cas de persistance de l'ictère pendant plus de 15 jours ou d'aggravation des signes de cytolyse, à ce moment-là, il faut arrêter le traitement et puis en collaboration avec d'autres spécialistes d'organes, notamment le gastro-entérologue, voir s'il n'y a pas un problème sous-jacent. Le traitement antituberculeux sera, dans ce cas, s'il y a une hépatotoxicité, on continuera à administrer 2 rifampicine, éthambutol, pyrazinamide et 7-RE. Tout simplement, on enlève l'INH. Alors, justement, ce qu'on ne connaît pas, c'est quand le foie est malade. À ce moment-là, dans l'ancien manuel, ces cas n'ont pas été traités. Et c'est pour ça que dans le nouveau manuel, vous allez retrouver cette partie qui, si vous avez une maladie hépatique préexistante, connue ou méconnue, qui est révélée par l'interrogatoire, à ce moment-là, un bilan pré-thérapeutique plus complet doit être demandé. On doit demander les alates, les transaminases, bilirubine totale et conjuguée, phosphatase alcaline et le TP. En cas d'anomalie du bilan hépatique avant le traitement antituberculeux, c'est-à-dire avant de mettre le malade, le bilan hépatique est perturbé, dans ce cas, on doit d'abord adresser le patient chez l'hépato-entérologue ou l'interniste pour rechercher une étiologie d'une hépatopathie. En cas d'élévation, toujours chez ces malades qui présentent une hépatopathie, si on a un taux isolé des alates inférieur à 5 fois la normale, sans symptômes cliniques, eh bien dans ce cas,
on peut commencer le traitement sans ajustement de la dose avec une surveillance rapprochée, c'est-à-dire faire un bilan hépatique une fois par semaine pendant 4 semaines, c'est-à-dire pendant un mois. Par contre, si vous avez une élévation des ALAT supérieure à 5 fois la normale et ou un ictère qui existait et qui a régressé dans les premières semaines du traitement, dans ce cas, on va réduire les doses d'isoniazide à 4 mg kg et la rifampicine à 8 mg kg en surveillant toujours les taux des transaminases. Maintenant, s'il y a une aggravation ou une réapparition des signes d'insuffisance hépatocellulaire ou de cytolyse, on suspendra l'administration d'INH et on poursuivra avec un régime atypique, à savoir 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et 7 mois de rifampicine, éthambutol. Le deuxième problème, deuxième organe qui pose énormément de problèmes, c'est le rein, tuberculose et rein. On sait que l'insuffisance rénale est un facteur de risque de développer la tuberculose et la posologie doit être réduite en fonction de la progression de l'insuffisance rénale. On sait que souvent les médecins, on ne savait pas très bien donner avant dialyse, après dialyse, quel est le médicament que je peux donner, etc. Eh bien, avec nos collègues néphrologues, on a pu établir un tableau très simple, clair, qui va vous permettre de retrouver le maximum d'éléments pour la prise en charge de vos malades. Et justement, sur ce tableau, vous avez la posologie des médicaments qui seront à adopter pour un insuffisant rénal en fonction de la clearance de la créatinine. Et alors, vous avez dans ce tableau, attendez, ah oui, j'ai pas le, c'est pas grave. Alors, sur ce tableau qui est très intéressant, vous avez la clearance de la créatinine de 30 à 60, de 10 à 20, inférieure à 10, mais également chez les patients dialysés, hémodialyse ou bien dialyse péritonéale. Et vous avez également dans la première colonne les médicaments antituberculeux que l'on doit donner avec la posologie. Ainsi, par exemple, vous avez la rifampicine, eh bien, en fonction de l'évolution de la clearance, et quelle que soit la clearance, il n'y a pas d'ajustement thérapeutique requise. Et il n'y a pas également d'ajustement que le malade soit hémodialysé ou recevant une dialyse péritonéale. Et bien sûr, l'élimination est principalement hépato-biliaire. Donc, le rein n'est pas sollicité. Enfin, vous avez également, par exemple, l'isoniazide, pas d'ajustement requis, quelle que soit la dose, l'évolution de la créatinine, mais également, quel que soit le mode chez le patient dialysé, mais également ici, l'isoniazide, l'élimination est principalement hépatique. Et vous avez également, pour le pyrazinamide, ça passe pas. Non. Voilà. Par contre, en ce qui concerne l'éthambutol, l'éthambutol ne doit pas être utilisé sauf en cas vraiment, si c'est indispensable. Il faut éviter l'utilisation de l'éthambutol. Maintenant, si c'est indispensable, vous voyez qu'en fonction. Bon, pour l'éthambutol, on voit qu'en fonction
de la créatinine, les doses sont diminuées, voire divisées par deux. Et puis, vous avez les délais d'utilisation d'éthambutol qui va à une fois tous les 48 heures. Il y a d'autres cas particuliers, c'est la tuberculose, le traitement chez des malades qui ont un cancer et on ne sait pas ce qu'il faut traiter ou il ne faut pas traiter, d'autant plus que le traitement est concomitant. Alors, souvent, on s'est posé cette question. Eh bien, la réponse est que on peut donner le traitement standard chez des patients qui reçoivent une chimiothérapie pour un cancer. Sauf que ça dépendra de la tolérance qui est souvent altérée malheureusement, car le traitement est concomitant avec la chimiothérapie. En ce qui concerne la tuberculose et le greffé d'organes, est-ce qu'on traite ou on ne traite pas? Eh bien, le traitement antituberculose standard peut s'appliquer, mais les posologies, donc on peut utiliser normalement le traitement antituberculeux. Mais attention, les posologies de la corticothérapie et des autres traitements immunosuppresseurs doivent parfois être adaptés afin d'éviter le rejet dont le risque est particulièrement élevé du fait de l'infection. Enfin, la tuberculose et contraception, comme vous le savez, il y a une interférence médicamenteuse entre la rifampicine et les contraceptifs oraux qui se traduit par un effet compétitif de leur métabolisme au niveau du foie. Et c'est pour ça qu'il est important en fait, les conséquences, justement, c'est la diminution de l'efficacité du contraceptif oraux et celle de la rifampicine. Et c'est pourquoi on demande aux patients de changer de contraception quand il est sous traitement antituberculeux. La tuberculose et grossesse. Est-ce qu'on donne le traitement antituberculeux? Oui, bien sûr. Au cours de la tuberculose, la chimiothérapie tuberculeuse n'a aucun risque ni chez la femme enceinte ni chez le fœtus. Néanmoins, la streptomycine et la kanamycine sont à éviter chez la femme enceinte à cause de leur effet tératogène potentiel. Et on l'a vu tout à l'heure, un apport en vitamine B6 est recommandé chez la femme enceinte et allaitante. Après l'accouchement, il faut adapter la posologie au nouveau poids de la patiente, ce qui est tout à fait logique. Une fois la tuberculose active chez le nouveau-né est éliminée, dans ce cas, l'enfant doit recevoir un traitement préventif, une chimioprophylaxie à base d'isoniazide pendant 6 mois, suivi par la vaccination par le BCG. Les interférences médicamenteuses de la rifampicine, vous le voyez, on l'a vu, contraceptifs oraux, glucosides, anticoagulants, hypoglycémiants oraux, corticoïdes et certains antirétroviraux. Et en dehors de, il faut dans ce cas ajuster les doses de ces médicaments en fonction du taux sérique et de l'évolution des constantes biologiques qu'ils doivent réguler. Enfin, pour terminer, vous avez un chapitre qui n'existait pas dans le manuel, dans l'ancien manuel, celui de 2011, ancien. Et ce chapitre, c'est tuberculose et VIH. Pourquoi? Parce qu'on a constaté depuis 2011 jusqu'en 2023
que l'incidence du VIH est en augmentation. À ce moment-là, il faut savoir que le traitement recommandé pour le VIH-Sida, eh bien, c'est le schéma standard de première ligne, à savoir rifampicine, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol pendant 2 mois et 4 mois de RH. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces malades, il faudra rajouter du cotrimoxazole en prophylaxie des infections opportunistes, notamment si le taux de CD4 est inférieur à 200. Quand faut-il donner le traitement antirétroviral? Eh bien, ce traitement peut être introduit après 2 à 4 semaines de traitement antituberculeux. En fait, si le taux de CD4 est inférieur à 50, on doit débuter les antirétroviraux dès la 2e semaine du début du traitement antituberculeux. Par contre, si un taux de CD4 est supérieur ou égal à 50, le traitement antirétroviral doit être initié dans les 2 à 8 semaines suivant le début du traitement antituberculeux. Donc, le délai est plus long. La corticothérapie peut être indiquée dans certaines situations: miliaire dyspnéisante, atteinte des séreuses, altération de l'état général. Et je vous remercie.